Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de parler tous ensemble du fameux manga Nana, que vous connaissez, j'en suis persuadée, que je connais moi aussi personnellement depuis très longtemps mais que je n'avais encore jamais lu. Ça fait vraiment quelques semaines que je lis Nana, je ne l'ai absolument pas terminé. Je ne fais que commencer, mais j'ai déjà lu les 4 premiers tomes, ce qui fait que je pense avoir déjà une vue globale et d'ensemble pour vous en parler. J'ai beaucoup investigué pour cette vidéo, il me tient tout particulièrement à cœur puisque vous le verrez, c'est un manga qui m'a beaucoup touchée, je pense que je ne suis pas la seule. Comme d'habitude, cette vidéo est divisée en plusieurs parties que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'informations avec les minutes correspondantes. Je les écris aussi en bas à droite de votre écran en bleu cette fois. Vous pouvez faire glisser le curseur comme ça jusqu'à trouver le titre de la partie qui pourrait la plus vous intéresser. En ce qui me concerne, je vous laisse tout de suite avec l'intro et on commence. Dans cette première partie, je vous propose de parler présentation formelle du manga, à commencer par l'auteur. Ai Yazawa est motivée par 2 grandes passions. L'une d'elles, c'est évidemment le dessin, ce qui fait qu'à l'âge de seulement 13 ans, elle va aller participer à un concours de dessin organisé par la maison d'édition Shueisha et elle remportera le premier prix dans l'une des catégories. Donc c'est assez impressionnant alors qu'elle est si jeune. Et en parallèle de ça, elle est aussi passionnée par la mode, ce qui fait que dès l'âge de 18 ans, elle va s'inscrire dans une école de stylisme, et pas n'importe laquelle, ça va être l'Institut de mode d'Osaka. Et elle va malheureusement se voir contrainte d'abandonner ses études puisque son activité de mangaka lui prendra trop de temps. En effet, elle commence à être publiée à l'âge de 17 ans seulement aux éditions Shueisha, notamment dans le magazine Ribbon, pour lequel elle va dessiner nombreuses de ses séries à succès. Moi, je vais vous citer ses plus connues. Donc il y a Je ne suis pas un ange qui est sorti initialement en 1992, que vous avez d'ailleurs juste ici en édition double, et qui reprend vraiment les codes du shoujo, même je dirais qu'il les instaure de façon très supérieure, parce que pour moi, Je ne suis pas un ange, je l'ai lu quand je devais être en primaire au collège, quand je commençais vraiment à être dans mon engouement pour le manga. Et il m'a particulièrement marqué. Les personnages de Midori, de Akira n'ont jamais quitté mon esprit. Je vous ferai un jour une vidéo sur Je ne suis pas un ange, c'est une certitude. Et en 1995, elle sort ce qui est appelé en français Gokinjo, une vie de quartier, que je vous recommande de tout mon cœur. Évidemment, je vous ferai aussi au cours de cette chaîne un jour une vidéo sur Gokinjo, une vie de quartier, c'est un objectif. Dans ce manga particulièrement, on a une illustration de sa passion pour la mode. On a vraiment des styles vestimentaires, physique très travaillé, très distinct. D'ailleurs, j'ai vu une interview où l'auteur dit elle-même qu'elle a vraiment pu s'exprimer un maximum dans ce manga sur cette passion et développer pour chaque personnage vraiment une identité de style qui lui est propre. Ensuite, en 1998, elle a sorti la célèbre série Last Quarter, que je n'ai encore jamais lue. Et en 2000, il y a eu Paradise Kiss, qui est une sorte, d'après ce que j'ai compris, de suite de Gokinjo, une vie de quartier. En tout cas, à ce moment-là, c'est publié dans le magazine Zipper, qui est un magazine de mode de Shodansha, donc assez stylé. Et justement, 99, c'est la date où Yasaya commence à travailler sur son œuvre phare majeure, qui est Nana, et qui, elle, sera présentée au public initialement dans le magazine Cookie, et ça, c'était en 2000. Évidemment, dès le début, ça fait un énorme succès et donc on va venir adapter Nana sur différents supports, notamment en animé et également en film. Ça, je vous en parlerai un petit peu après dans la vidéo, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu un tel succès qu'en 2002, Nana a reçu le prix du meilleur shoujo manga lors des Shogakukan Manga Awards. Très stylé, hein, très stylé. Et on compte plus de 46 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Donc Nana s'est dit être actuellement le plus gros succès manga au Japon, tout genre confondu. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est absolument grandiose. J'ai noté également que c'est une série qui a été particulièrement appréciée en Europe, où le manga a pris la première place des classements shoujo et s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Pour vous présenter un petit peu le manga, il est classé comme étant un shoujo, c'est-à-dire une lecture plutôt orientée pour les jeunes filles. Personnellement, je le place vraiment comme étant un seinen, un josei, c'est-à-dire une lecture ouverte autant aux hommes qu'aux femmes, et surtout pour un public mature. Pour moi, c'est pas vraiment un manga qui s'adresse à des enfants ou à des adolescents, trop jeunes en tout cas. Au niveau des thématiques qui lui sont assignées, on a évidemment la romance, l'amitié, on a des thématiques de drame, mais aussi de comédie. Pour moi, c'est très difficile de
nommer un petit peu les spécificités, les orientations de ce manga parce que je le trouve très circulaire. Pour moi, c'est un manga davantage tranche de vie où on va vraiment venir accompagner les protagonistes principaux au travers d'une vie qui s'étale sur longtemps, puisque je vais vous le dire, il y a de très nombreux tomes. Donc très complet, j'aurais vraiment du mal à le situer dans différentes thématiques. Évidemment, c'est un manga qui est basé sur la musique, vous le comprendrez quand je vous partagerai le résumé. L'édition japonaise, donc c'est Shueisha, et en France, c'est Delcourt Tonkam. On a au total 21 volumes qui sont tarifés à 6,99 €. On est toujours sur l'édition initiale. Ça nous fait un total de 89 chapitres. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est absolument immense. Maintenant, je vais vous énoncer quelque chose que vous devez sûrement savoir si vous connaissez Nana et que vous appréciez ce manga. Le dernier tome, le tome 21, est paru en 2009, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce n'est pas le tome qui est censé clôturer l'histoire. Elle aurait dû se poursuivre, d'après mes recherches, sur encore 5 à 6 tomes peut-être. C'est une mangaka qui a vraiment nourri le succès du manga, qui a fait un énorme succès, et qui aujourd'hui a des soucis personnels de santé. Certains disent qu'elle en est sortie, d'autres pas. Il y a vraiment un espèce de mystère autour de sa santé, de son retour pour finir Nana ou non, puisque Nana, c'est son œuvre majeure, c'est celle qui a eu le plus de succès. Et donc il y a un public absolument gigantesque, vous l'aurez compris, qui est en attente d'une fin. On lit un petit peu tout et son contraire sur internet, ce qui fait que j'ai vraiment fait un travail de grande recherche. J'ai regardé sur différents médias, que ce soit de la vidéo ou de la lecture. J'ai recensé un maximum d'informations que je vais donc essayer de vous partager maintenant. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut retenir, c'est que dans le tome 17, on apprend que l'auteur doit être hospitalisé au cours d'une histoire bonus qui est à la fin du manga, pour faire certaines analyses. Apparemment, dans le tome 18, elle annoncerait connaître les résultats de ses examens, mais elle en dit pas vraiment plus, hein. Comme je vous le dis, on ne sait pas ce qui lui est arrivé encore aujourd'hui. Et elle dit qu'elle doit arrêter de fumer puisqu'elle va se faire opérer. Pour ce qui est du tome 19, il y a eu un petit retard de publication puisque l'auteur devait prendre un repos supplémentaire à l'hôpital. Donc on voit petit à petit que de tome en tome, son état ne va pas mieux, jusqu'au tome 22 qu'elle n'a jamais terminé, qui est en fait incomplet et qui est donc publié d'ailleurs par Delcourt en 2010 dans ce qu'on appelle le Nana Mobile Book. Ensuite, en 2013, l'auteur publie de courtes histoires dans lesquelles elle va évoquer sa maladie avec humour. J'ai relevé quelque chose de très intéressant. Autour de 2017, elle aurait donné une interview qu'elle a publiée sur son Facebook, dans laquelle elle affirmait finir un jour Nana. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle stipulait qu'elle avait une fin en tête et qu'elle devait la dérouler sur 5 à 6 tomes. Finalement, vous voyez, c'est grâce à cette information que les fans s'accrochent à l'espoir d'une fin un jour, puisque sinon, je pense que vous, comme moi, on s'accorderait à dire qu'il ne devrait plus y en avoir, étant donné qu'il y a des dizaines, des quinzaines d'années qui sont passées. Et assez récemment, aux dernières nouvelles, donc en 2019, on demande à Ai Yazawa de dessiner des illustrations puisqu'on va republier au Japon les tomes de Je ne suis pas un ange. Alors que les 3 premiers volumes de la réédition sont sortis, il y a un retard qui est pris pour publier les 2 dernières illustrations des 2 derniers tomes, justifié par un souci de santé qui donc nous laisse à penser qu'elle est toujours dans une santé qui est précaire. Je vous l'ai dit, donc au-delà du manga strictement, on a aussi d'autres supports, d'autres adaptations, notamment en animé. Pour ce qui est de l'animé, il est sorti entre 2006 et 2007 et donc on a 47 épisodes qui durent environ une vingtaine de minutes chacun. Des épisodes qui sont parus sur des chaînes télé et qui sont notamment édités en DVD chez Kazé. Et je vous l'ai dit aussi, le manga a fait l'objet d'une première adaptation cinématographique dont l'histoire va couvrir les 5 premiers tomes. Et donc ça, c'était en 2005. Selon ce que j'ai repéré comme information, c'est un film d'adaptation très fidèle au manga et qui semble avoir été bien accueilli et apprécié par un large public, ce qui est moins le cas du Nana 2, donc la suite du film, qui est paru cette fois en 2006, un an plus tard, notamment par le changement des acteurs qui jouaient les protagonistes principaux. Et ça, c'est quelque chose qui visiblement a beaucoup perturbé et déplu au public. J'ai également relevé des œuvres dérivées, puisque c'est un gros succès. On a un artbook qui s'appelle Nana First Illustration, traduit en français aux éditions Glénat. Maintenant, je vous propose de parler du résumé, que je vous présente un petit peu l'histoire générale et les personnages. Donc c'est l'histoire de 2 jeunes femmes qui portent le même prénom, à savoir Nana. Dans le tome 1, c'est vraiment chouette puisque on va avoir le manga qui est divisé en 2 parties et on va pouvoir apprendre à découvrir chacune des 2 jeunes filles indépendamment.
Et puis vous le verrez, dans la suite des événements, elles vont être amenées à se rencontrer, ce qui fait qu'ensemble elles créeront un seul et même manga, une seule et même histoire. Je trouvais ça vraiment intéressant aussi de pouvoir les visualiser indépendamment pour vraiment entrer dans le détail de leur personnalité, de leur entourage. C'est quelque chose que je trouve manqué aux autres mangas où souvent on commence sur quelque chose d'assez abrupt, on démarre l'histoire sur la première ou la deuxième page tandis qu'on n'a encore aucune info sur les protagonistes antérieurs à l'histoire. Ici donc, j'adore le début, j'adore le concept, ce manga il dénote du coup des autres, il est original. C'est donc l'histoire de Nana Komatsu et de Nana Osaki. Toutes les deux ont des personnalités aux opposés, totalement différentes. Nana Komatsu, celle qui débute l'histoire et qui va d'ailleurs être la narratrice sur tous les autres tomes. On sent pendant qu'on lit qu'il y a quelque chose de sous-jacent, pourquoi c'est elle qui nous le raconte alors qu'il y a vraiment deux protagonistes principales qui ont chacune la même place dans l'œuvre. On se doute comme ça qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Personnellement, je ne le sais pas non plus. Mais c'est très intéressant, vous voyez, parce que ça interroge et ça tient en haleine le lecteur. C'est quelque chose qui est très propre à ce manga. Nana Komatsu, elle est vraiment dans un style pop. Elle est très florissante. Je sais pas vraiment comment vous la décrire. Elle est très sensible, très attachante, elle a vraiment un côté expansive, ce qu'on appelle communément une drama queen. Elle est pleine de vie en fait cette jeune femme et elle est notamment très fleur bleue, elle veut vivre sa relation romantique par excellence et elle tombe très facilement sous le charme de tous les beaux garçons qu'elle va croiser, qui vont malheureusement pour elle souvent la repousser. Puis un jour elle va vivre peu à peu une relation avec un homme qui s'appelle Monsieur Asano et on va petit à petit comprendre la relation qu'ils avaient et notamment on va vivre avec Nana sa rupture. Nana va énormément se rattacher à sa meilleure amie avec qui elle est très proche et elle partage tout, qui elle s'appelle Junko dans l'histoire. C'est un personnage qui est aussi très important, très différent de Nana et qui est très intéressant, je vous en parlerai plus tard. Nana, ne sachant pas trop quoi faire, va se diriger vers les mêmes études que sa meilleure amie et lorsqu'elles débuteront leur nouvelle vie dans leur école, elles vont faire la rencontre de deux jeunes garçons qui vont aussi être au centre de l'histoire. On va avoir Shoji Endo et le personnage de Kyosuke. Donc si vous voulez, tous les quatre, deux garçons, deux filles, vont commencer à traîner ensemble, partager leur quotidien. Leur histoire va s'écrire, une histoire donc d'étudiants qui débutent une nouvelle vie, qui vont vivre leur première relation amoureuse sérieuse, les premiers emménagements, premières disputes, premières déceptions, premier échec. Les personnages entrent dans la vie adulte, ils ont 20 ans, la vie est devant eux et c'est toute la magie que raconte ce manga. Personnellement, j'ai 20 ans et je sais que si je l'avais lu à l'époque où j'ai lu peut-être Gokinjo ou Je ne suis pas un ange, j'aurais moins apprécié je pense que maintenant. Là, je me sens complètement concernée, c'est un moment de ma vie où je trouve que c'est complètement adéquat de découvrir Nana. Bien que ce soit un petit peu décevant puisque ça me met face à ma propre réalité, je ne vis pas ma best life comme eux, mais c'est super chouette de lire ça, on se sent inclus avec eux, il y a une bande d'amis qui se crée, il y a des choses qui se vivent et on est avec eux pour tout ça. Je vous laisserai vraiment découvrir la suite de l'histoire de Nana Komatsu si vous ne l'avez pas lu. Je vais passer donc à Nana Osaki. Pour ce qui est d'elle, elle est dans un style complètement différent de Nana Komatsu, punk, rock. Elle a un style vestimentaire et une personnalité bien trempée qui lui sont très singuliers. Et elle est notamment la chanteuse d'un groupe de rock amateur qui s'appelle Blast. Et puis on va avoir tous les protagonistes principaux de son histoire qui jouent avec elle dans le groupe. On a notamment le batteur qui est Yasushi, qui va souvent être appelé Yasu. On a aussi le guitariste, à savoir Nobuo. Et puis on a le bassiste qui lui s'appelle Ren et qui est le petit ami de Nana, on le comprend très rapidement. Dès lors qu'on nous a un petit peu instauré les personnages et les relations qu'ils vivent les uns avec les autres, il y a une déception du côté de Nana, à savoir que le personnage de Ren va être appelé à Tokyo pour être compris dans un groupe plus professionnel et qui peut vraiment lui donner une place sérieuse dans le milieu de la musique. Ce qui fait qu'il va devoir quitter Nana, quitter le groupe et partir. Évidemment, se pose la question pour Nana de savoir est-ce qu'elle le suit ou est-ce qu'elle reste. Puis il y a des éléments qui rentrent en compte, notamment le fait qu'elle vit chez lui, qu'elle a été abandonnée par ses parents, qu'elle vit vraiment un amour très passionnel et son premier amour avec lui, ainsi qu'on va vivre le quotidien de ces deux jeunes femmes, qui vous le voyez est assez différent, mais quelque part se rejoint aussi. On va passer à mon retour de lecture où je vais vraiment vous donner mon avis personnel sur ce manga. Je parlerai dans un premier temps du visuel qu'on a du manga. Donc je vous l'ai dit, il a été publié dans les années 99-2000.
Donc c'est un manga rétro et je trouve que ça se ressent lorsqu'on voit la jaquette. Il y a aussi cette couleur qui est spécifiquement assignée au manga Nana, tout le monde le sait hein, quand on a les couvertures comme ça, on sait qu'on est sur du Nana, qu'on est sur du classique. Pour ce qui est du résumé au dos, je le trouve particulièrement ingénieux. En ce sens où ça ne spoile absolument pas le manga. On vient vraiment relater très rapidement, hein, vous voyez, les éléments du manga précédent et on introduit le début du manga, mais il n'y a pas d'éléments spoil. Parfois je trouve que dans les résumés ils vont trop loin, ici c'est pas le cas. On a en plus de ça un résumé à l'intérieur sous forme de petits textes comme ceci. Et au niveau des jaquettes, on a toujours un petit mot de l'auteur. Ça aussi, c'est un clin d'œil que je trouve vraiment chouette. Vous voyez, ici par exemple, j'ai pris le tome 3. Je vais vous lire un petit peu ce qu'elle a écrit. Elle nous dit « Depuis que je suis enfant, les gens que j'admire ne sont ni des écrivains, ni des dessinateurs, ni des peintres, mais bien des musiciens, parce que la musique est l'art qui m'exalte et m'émeut le plus. Peut-être bien que sans musique, je ne trouverais pas la motivation pour travailler. Pour moi, la musique est vraiment indispensable. Ai Yazawa ». Je trouve ça vraiment cool les mangas où on a des interactions avec le mangaka un peu éparpillées dans l'œuvre. Ça fait des petits clins d'œil et des petites sorties de l'histoire qui sont vraiment agréables je trouve. Et le max du max, on a une petite histoire bonus à chaque fois qui est toujours ultra dédramatisante parce que la fin du manga elle se veut souvent un petit peu dramatique. On a en tout cas des éléments majeurs qui s'y passent hein, avant de passer au manga suivant. Cette page bonus, ces quelques pages bonus, elles sont appelées la pièce de Junko. Ai Yazawa à la fin de ses mangas stipule bien qu'elle apprécie qu'on lui envoie des lettres et des dessins. Et puis elle les met comme ça dans la petite histoire bonus. Donc vous voyez les dessins qu'il y a ici, ce sont les œuvres de certains lecteurs japonais visiblement. Je trouve ça trop mignon, c'est encore une fois venir se rapprocher du lecteur et puis l'intégrer à part entière dans son œuvre qui est en fait notre œuvre à tous. Hein. Et puis il y a un autre élément phare de ce manga, j'étais tellement heureuse de découvrir ça à la fin. Elle met quelque chose de très exclusif qu'elle appelle la clé de compréhension. Donc c'est un manga qui est complètement marqué par le Japon, la culture japonaise, les termes japonais. Et donc elle va venir pendant tout son manga spécifier à l'aide de numéros des termes qu'on ne connaîtrait pas forcément. Et je trouve que c'est un fantastique moyen d'en savoir plus sur le Japon, les coutumes, les termes. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Par ailleurs, je dirais que Nana, c'est un manga représentatif de l'âge d'or du manga qui était pour moi dans les années 90. On avait vraiment des mangas qui se tarifaient à un prix très répandu et assez raisonnable aujourd'hui, hein. Tellement riche, tellement qualitatif, que ce soit sur le plan graphique ou sur le plan du contenu. Je vais vous montrer un petit peu, mais on a une typographie qui est vraiment petite. On a des dessins très travaillés, très minutieux, très fins. Et on a des cases complètement asymétriques où on joue vraiment sur l'aspect comme ça du noir et blanc et de la dimension aussi des dessins des personnages. Il peut se lire en des heures, des jours. Or un manga comme celui-ci, vous voyez une taille un petit peu standard actuellement, je pense qu'on peut le lire en 1 heure, 2 heures maximum. C'est pas du tout le cas de Nana. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à ingurgiter, il y a des pauses à faire, il y a des réflexions. Il y a aussi des moments avec de l'humour, avec de la légèreté. Il est tellement complet ce manga, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre mot. J'ai aussi relevé que la mangaka n'avait aucun mal à mettre au centre de ses histoires des personnages qui pourraient apparaître comme critiquables, dans le sens où certains sont assez antipathiques, parfois un petit peu durs. On a en fait finalement de bonnes personnes qui font de lourdes erreurs et je trouve que ça met davantage en évidence le fait que ce sont des êtres humains tout simplement, qui sont très complets, qui ont certes une personnalité mais qui ne se cantonnent pas à ça, qui vont évoluer comme tout être humain, et qui vont aussi, au fur et à mesure de l'histoire, nous montrer les divers panels, mais qui font aussi partie intégrante de leur singularité, de leur personnalité. Cet aspect où on présente des personnages qui ne sont pas parfaits ou qui ne sont pas cantonnés à des stéréotypes ou trop simplistes, c'est quelque chose qu'on retrouve peu dans le manga actuel. Je trouve que les personnages sont assez peu développés et que c'est dommage. C'est presque inexplicable. En tout cas, j'ai du mal à poser le doigt sur des moments. Mais je sais que c'est un ressenti général quand je lis ce manga, je me sens transportée, je sens qu'il y a une qualité qui est supérieure à la plupart des mangas que je peux lire ailleurs. Je vais évidemment vous parler aussi des dessins, ils sont sublimes comme dans toutes les œuvres de Ai Yazawa. Pour moi, elle a vraiment une trace graphique qui lui est propre, qui est unique. Je vous montre un petit peu, elle a tendance à dessiner des corps qui sont très élancés et très minces, des traits
très fin. Et puis ce style comme ça un petit peu rétro, notamment le style de la première Nana dont je vous ai parlé, Nana Komatsu. Moi personnellement il ressemble beaucoup à ma façon de m'habiller et à ce que j'aime. J'adore regarder un petit peu les chaussures qu'elle lui fait, les tenues. Puis évidemment l'autre Nana, Nana Osaki qui a un style plus punk. Il est aussi extrêmement stylé à regarder, à découvrir, tenue par tenue. Ce qui caractérise aussi le style graphique de l'auteur, c'est ces larges sourires qu'elle a pour habitude de faire, ses grands yeux et ses traits très fins. Déjà il y a de la singularité et ça on adore, mais au-delà de ça c'est typiquement le physique que j'aime et du coup ce manga, ces personnages je les trouve magnifiques. Je voulais quand même vous parler un petit peu plus en détail de l'animé. Personnellement, je ne l'ai pas vu intégralement, mais afin de poursuivre mes recherches, j'en ai regardé quelques épisodes. J'ai remarqué qu'il était très accolé au manga, je pense même qu'on peut parler du mot près. Je trouve ça fantastique, moi j'adore quand les animés sont au plus proche de l'œuvre originale, donc ici c'est complètement le cas. Et j'ai relevé surtout que l'animé était très apprécié. De toute façon, les fans de Nana ne peuvent qu'aimer l'animé. On est d'accord que c'est toujours très appréciable, d'autant que je sais qu'il y a des gens qui aiment davantage les animés que les mangas. Et les dessins sont très qualitatifs. Pour moi, c'est un animé qui est bien. Cependant, j'ai noté des éléments négatifs dans l'animé qui m'ont assez heurté. Notamment les voix des personnages. Nana Komatsu, sa voix elle fait beaucoup plus adulte que ce qu'elle est, d'autant que ça va pas trop du coup avec sa personnalité qui peut paraître un peu enfantine, un peu immature sur certains aspects. Et j'ai noté les musiques aussi, notamment au tout début des épisodes, on a une espèce de générique de début, cette musique elle me crispe, j'adhère pas du tout. C'est quand même dommage que le niveau sonore ne suive pas finalement le niveau graphique. En tout cas moi c'est des aspects que j'ai moins aimés et ça concerne uniquement l'animé puisque j'ai rien relevé pour le manga que je trouvais assez négatif pour vous le transmettre. Si je dois vous faire finalement une conclusion sur cette lecture, je dirais que j'ai tellement hâte de lire la suite. Initialement, l'histoire ne m'attirait pas plus que ça. Je me disais que j'étais forcée de le lire puisque Ai Yazawa, c'est ma mangaka préférée avec Tsukasa Ojo et que ses œuvres, donc Je ne suis pas un ange et Gokinjo une vie de quartier, sont mes mangas préférés depuis, semble-t-il, toujours. Donc c'était un petit peu un point d'honneur pour moi de lire l'œuvre majeure de cette mangaka. Et j'avoue que j'avais pas plus d'attente que ça. Et je vous jure les gars, j'ai tellement pris une claque. C'est presque indescriptible la magie que s'est créée cette mangaka. C'est pour ça que pour moi, Nana, racontée comme ça a beaucoup moins d'effet que si vous plongez dans le manga. Actuellement, je pense que je peux vraiment le dire, c'est mon manga, un de mes mangas préférés. J'invite tous à essayer Nana. Pour moi, de tous ceux que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, c'est le top du manga, c'est le manga représentatif de la qualité du manga. Voilà, je me perds dans mes explications. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que je suis trop catégorique quand je dis que pour moi Nana c'est un petit peu avec d'autres le top du manga, tandis qu'aujourd'hui on est dans une ère un petit peu plus de consommation où il y a moins un travail qualitatif qui est mis en œuvre. Peut-être que je suis trop dure quand je pense comme ça, peut-être que je suis seule aussi dans mon propos, ou au contraire peut-être que c'est quelque chose que je partage avec d'autres et c'est surtout pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous ressentez si vous lisez des mangas depuis un certain temps. Personnellement, chaque fois que je lis des œuvres d'il y a 20 ans, je sens qu'il y a un monde entre ce qui se faisait et ce qui se fait malheureusement. J'évoque Nana, j'évoque les œuvres de Ai Yazawa, j'évoque les œuvres de Tsukasa Ojo, j'évoque les Dragon Ball par exemple. Une écriture qui a eu tellement de succès et dont je vous ferai évidemment aussi un jour une vidéo. Voilà, pour moi Nana c'est très difficilement égalable. Je pense que je ferai une partie 2 à cette vidéo lorsque j'aurai lu la totalité des tomes, puisque je compte bien le faire. D'ailleurs, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je me suis spoilé des trucs les gars, je vous jure j'avais trop le seum. Parmi ces spoils, j'ai découvert un espèce de débat, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui lisent dans le tome 21 une sorte de fin, tandis que pour d'autres c'est absolument pas une fin et c'est un peu de la surinterprétation. Du coup j'ai très hâte d'en arriver au tome 21 pour me faire ma propre idée sur le sujet. Et quant à vous, si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, déjà je vous félicite parce qu'elle doit être assez longue au vu du temps que je mets à la tourner. Et surtout, je vous remercie du fond du cœur d'être resté, d'avoir visionné tout mon blabla. C'est vrai que c'est un manga que je lis là depuis quelques semaines qui m'a mis une claque. Je suis obsédée par l'idée de rentrer de mes cours pour lire Nana. Je ne pense qu'à ça, voilà, j'avoue que ça m'a transportée et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps.
donc je ne saurais que vous le recommander, je pense que vous l'aurez compris. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga à vous présenter. N'hésitez pas à me donner des idées s'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement. Et je vous invite aussi à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez envie d'échanger avec moi, je vous répondrai de toute évidence. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!